Donc, on est très contente de vous retrouver ce matin pour la présentation de l'édition 2025 de l'étude NextGen. On a bien hâte là, de vous partager nos découvertes pour cette année. Avant de commencer la présentation, je veux faire quelques petits rappels pour le fonctionnement de la session d'aujourd'hui. Donc, vous avez accessible dans le bas de votre écran une zone de chat et un Q&A. Le chat est désactivé pour vous ce matin. Là, c'est vraiment une zone par laquelle vous allez pouvoir recevoir des messages de notre chargé de communication en interne là, pour vous donner des petites indications. Si jamais vous avez des questions, par contre, au fil de la présentation, et on vous encourage à en poser, vous pouvez utiliser la zone de Q&A plutôt pour nous les adresser et on va les parcourir à la fin. Je rappelle également que l'enregistrement du webinaire ainsi que le rapport complet de l'étude qu'on vous présente ce matin vous seront transmis par courriel à la fin du webinaire. Donc, on peut commencer. Avant de nous lancer, là, je nous représente pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, je suis Charlotte Fortin, directrice de recherche senior de la division stratégie consommation de l'Est du Canada et je suis accompagnée ce matin de ma collègue Gabrielle Blais, directrice de recherche également de la division affaires publiques également de l'Est du Canada et on va vous présenter le contenu de la nouvelle édition de l'étude NextGen ce matin. Oui, merci Charlotte. Donc oui, bon matin tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Et on est vraiment contente d'être là pour une nouvelle édition avec vous ce matin. Donc pour celles et ceux qui l'attendent à chaque année, en fait, là, NextGen, c'est l'évolution de notre étude jeunesse. Et pour celles et ceux qui se joignent à nous pour une première fois ce matin, eh bien, c'est notre étude spécialisée qui s'intéresse à ce qui se passe avec les jeunes, les plus jeunes générations au Canada. Cette année, on a été particulièrement inspiré par les événements de l'actualité 2025, oui, puis on en a eu en masse dans lesquels choisir. Mais on a aussi été particulièrement inspiré par vos rétroactions, vos questions suite au webinaire offert en 2024. Et je ne vous cacherai pas, là, nos algorithmes, Charlotte et moi, ont rapidement été influencés par nos recherches entourant les deux générations et leur vision du monde. Et on a pas mal passé, je pense, les 6 derniers mois là, à s'envoyer des Instagram Reels. Bon, moi, je les envoyais en Reels. Charlotte les avait déjà vus sur TikTok il y a 2 mois avant, là, mais bon. Hein. Et dans la préparation de la présentation aujourd'hui, ben, on vient en fait vous parler des constats clés de la vaste étude. Charlotte l'a dit, un rapport complet qui va vous être envoyé. On couvre beaucoup de thématiques, on couvre beaucoup de choses, on creuse beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, on s'est intéressé aux jeunes générations sous les thèmes de la finance, de l'emploi, de l'avenir, de la santé mentale. Et en complément, cette année, là, on s'est aussi intéressé aux relations des jeunes et à la pression qu'ils vivent. On dépeint souvent un portrait négatif des jeunes dans l'univers médiatique sans pour autant s'arrêter pour les comprendre. Eh bien, cette année, pourquoi on s'est intéressé aux jeunes aussi, puis petit rappel, en fait, la motivation derrière cette étude-là pour les G, ben, c'est sûr que leurs repères et leurs attentes à ces âges-là sont en construction, donc ça évolue au fil des ans. Donc, ce qui était vrai en 2022, 2023, 2024 ne l'est plus nécessairement rendu en 2025. Le regard des jeunes aussi sur le monde, c'est un peu un miroir de notre époque. On le voit peut-être pas, on le réalise peut-être pas quand on est un peu plus vieux, mais les écouter, c'est comprendre où est-ce qu'on s'en va collectivement finalement. Puis aussi, ben, année après année, on vous fait un cadeau de cette étude parce qu'on voit aussi que les entreprises comme vous ne peuvent plus vraiment se permettre de mal les comprendre, ces jeunes-là, même nous dans nos recherches. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait collectivement pour mieux les comprendre puis mieux avancer avec eux. Ces générations-là, ils représentent déjà une part majeure des consommateurs, employés, citoyens d'aujourd'hui. Hein. On va parler des groupes d'âge un petit peu plus tard, là, mais on le sait qu'ils font déjà partie de la société activement. Ils influencent les tendances culturelles, puis ils redéfinissent les codes de communication, de recrutement, puis d'engagement aussi, quand on les compare aux générations qui les ont précédées. Donc, l'étude NextGen existe vraiment pour offrir une lecture claire, nuancée, puis actualisée de ces générations-là, année après année, afin que les organisations puissent s'adapter intelligemment, pas par stéréotypes, hein, on veut toujours se tenir le plus loin possible des stéréotypes, mais par compréhension réelle. Ce qu'on a réalisé en revoyant le questionnaire, puis en revoyant les questions qui étaient revenues le plus souvent suite à la présentation de 2024,
Bon, on pouvait les regrouper un peu en 5 grandes questions qui sont à l'écran présentement, qui paraissent peut-être toutes simples, mais on s'en est vite rendu compte quand on a commencé à analyser où ça amène des réponses qui sont beaucoup plus nuancées. Donc, on s'est demandé comment ils se sentent, comment ils créent des liens, comment ils se voient eux-mêmes, comment ils voient les autres, comment ils perçoivent le monde, puis comment ils s'imaginent la suite. C'est vraiment ça qui a donné, en fait, tout le ton là, et au questionnaire et à la présentation d'aujourd'hui. Pour la méthodologie, je vous donne les grandes lignes parce que, évidemment, on veut garder le plus de temps possible pour répondre à ces questions-là. Donc, on a sondé 2500 jeunes partout au Canada à la fin septembre, début octobre. Comme les jeunes de la génération alpha sont âgés de 1 à 15 ans, on retrouve seulement une portion, soit les 12 à 15 ans, et la Gen Z au complet, donc les 16-29 ans. Donc, et non, les milléniaux cette année ne sont plus dans l'étude. On les a officiellement jugés trop vieux pour être considérés des jeunes. À noter que je dis ça avec amour parce qu'évidemment, ben, Charlotte et moi, on en fait partie, mais bon, hein, les chiffres ne mentent pas. Donc, un gros échantillon bien réparti, bien pondéré qui nous permet aujourd'hui de vous présenter quelque chose de très robuste. Gabrielle a déjà fait un petit bout là-dessus, mais vraiment la raison d'être de l'étude NextGen, le pourquoi on s'intéresse autant aux générations, c'est que c'est la variable qui va avoir le plus d'impact quand on veut déterminer les comportements, bien au-delà, par exemple, de l'origine, le revenu ou le statut parental. Et comme les jeunes générations évoluent rapidement, ben, c'est important de les sonder régulièrement. Appartenir à une génération, c'est plus que de partager le même âge avec un groupe, hein. Une génération, c'est un groupe d'individus qui est marqué par des événements sociaux, culturels et économiques qui sont communs et qui vont à leur tour façonner des valeurs et des comportements qui sont communs. Donc, vous me demanderez qu'est-ce que partagent la Gen Alpha et la Gen Z, qu'est-ce que partagent leurs membres plutôt. Donc, considérons que la Gen Z, elle a grandi dans un monde connecté où les réseaux sociaux, la diversité et la rapidité de l'information façonnent fortement leur vision du monde. La Gen Z, elle valorise l'expression de soi, l'authenticité et la communauté. Les alphas, eux, sont nés entièrement là, dans un environnement numérique où l'intelligence artificielle et la nouveauté, elle prend de plus en plus de place. Les alphas, ils ont une aisance technologique qui est remarquable, puis ils s'attendent en retour à des expériences ludiques et personnalisées qui vont mimiquer sensiblement ce qu'ils peuvent retrouver en ligne. Ce qu'elles ont en commun, c'est que ce sont deux générations qui ont presque entièrement forgé leur identité, autant de manière virtuelle que dans la vraie vie. Puis, cette omniprésence du virtuel plutôt, c'est pas sans impact sur leur façon de voir le monde. En septembre dernier, mes collègues Caroline, Amélie et Boris vous présentaient notre étude DGTL qui traite des tendances en matière d'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes numériques. En écoutant leur webinaire, Gabrielle et moi, on a été marqués par une donnée en particulier là, qui avait particulièrement retenu notre attention et c'est celle que vous voyez affichée à l'écran. Soit qu'un peu plus d'un jeune sur trois affirme que le web, pour lui, ben, ça représente une source de stress. C'est énorme. Puis cette donnée a particulièrement résonné auprès de nous parce qu'en préparant l'édition 2025 de l'étude NextGen, on s'est rapidement rendu compte que l'ultra-connectivité, ben, c'est la source de bien des maux pour la Gen Alpha et la Gen Z. Et justement, mais c'est là que notre premier constat arrive. Donc, quand on a parcouru les résultats de l'étude pour comprendre comment est-ce qu'ils se sentent, ces jeunes-là, on a vite réalisé que l'ultra-connectivité ne vient pas sans conséquences. Et les jeunes traversent beaucoup de choses en même temps. Rappelez-vous votre adolescence ou encore votre entrée dans la vie d'adulte, hein? La pression du quotidien, la comparaison constante, l'impression de devoir performer, tout ça dans un contexte qui bouge vite. Puis maintenant, ben, imaginez-vous que plutôt que d'avoir un ordinateur commun pour tout le monde dans la maisonnée, et une seule télé dans le salon pour tout le monde aussi, puis des magazines qui sortent les nouvelles tendances à chaque mois, ben, vous traversez tout ça avec les réseaux sociaux puis les médias qui sont constamment mis à jour à tous les jours, 24 heures sur 24. Mm. Malgré ça, ces jeunes-là, ils réussissent à garder quand même un certain équilibre, à avancer puis à rester lucides, surtout grâce à leur résilience.
Dans les dernières années, on a décrié une importante crise de la santé mentale chez les jeunes. On y a contribué, Charlotte et moi, on vous en parle année après année. La propension élevée des jeunes à s'affirmer anxieux, déprimés. Et chaque semaine, il y a aussi un nouveau titre qui leur est partagé. Ça parle de solitude, de détresse, d'épisodes dépressifs, autant ici qu'à l'international aussi. Le discours public met énormément l'accent sur le mal-être, puis ça en fait partie de leur réalité dans laquelle eux-mêmes évoluent. Mais la bonne nouvelle, puisqu'on ne parle pas assez souvent, c'est que quand on leur demande à eux, ben, le portrait est un petit peu plus nuancé. Parce que oui, puis c'est important, 77 des jeunes nous disent qu'ils sont heureux. Pour les curieux qui se demandent comment ça se compare avec les autres groupes d'âge, c'est également cette même proportion-là de 35-54 ans qui affirment l'être, selon les plus récents résultats de notre indice du bonheur de mai dernier. Les plus heureux sont les 55 ans et plus, avec 85 qui affirment l'être. L'autre bonne nouvelle aussi, que nous révélait cet indice, cette nouvelle édition, c'est que les plus jeunes étaient également significativement plus nombreux à affirmer que leur niveau de bonheur s'était amélioré dans la dernière année. Donc, on touche quelque chose, on voit, puis on le répète aussi depuis plusieurs années, les jeunes sont plus à l'écoute de leurs émotions, pour le meilleur, comme on le voit ici, mais aussi pour le pire. Donc, effectivement, là, c'est non négligeable encore cette année. On a 37 qui affirment qu'ils se sentent seuls au moins une fois par semaine. On a 49 des jeunes qui ont vécu déjà des périodes de dépression. Puis à ce niveau-là, c'est un élément qu'on suit depuis plusieurs années. Ben, on note une hausse de 4 points chez les alpha et de 13 points chez les Z en comparaison avec l'année dernière. Puis, on a aussi 75 des jeunes qui ont déjà vécu de l'anxiété, où on note également des hausses, soit de 9 points chez les jeunes alpha depuis l'année dernière et de 4 points chez les Z. Donc, on est vraiment dans un mélange d'émotions. Ils peuvent être heureux et vivre des émotions difficiles. Pour eux, les deux coexistent vraiment. Une belle leçon de résilience, on croit là, que les deux générations nous offrent, mais on vous le répète depuis plusieurs années déjà. Cette résilience, ben, ça repose surtout sur eux-mêmes. On l'a nommé là, à plusieurs reprises, la Gen Z, les milléniaux aussi, là, on en parlait l'an passé, et la Gen Alpha. Ben, ce sont trois générations qui sont très promptes à aller chercher de l'aide par elles-mêmes. Donc, quand elles identifient des émotions négatives en plus des émotions positives, ben, vont aller consulter des ressources d'aide ou faire des recherches pour mieux comprendre leurs émotions puis trouver des pistes de solutions éventuellement. Effectivement, c'est ça, comme Charlotte l'a dit, étant à l'écoute de leurs émotions, il y a aussi des réflexes qui sont assez répandus chez les jeunes qu'on ne voyait pas chez les générations qui les ont précédés. C'est d'aller chercher du soutien, chose qui est aussi maintenant facilitée par l'existence des technologies en ligne. Donc, on le voit, là, on a presque un jeune sur deux qui utilise ou a déjà utilisé l'intelligence artificielle ou une application numérique pour l'aider avec sa santé mentale. Ça peut être pour comprendre ce qu'ils vivent, gérer leur anxiété, chercher du réconfort, ou des fois, tu es juste ventilé à quelqu'un d'autre que ses parents, ça peut faire du bien. En faisant quelques recherches aussi, on s'est vite rendu compte que c'est presque aussi difficile de mettre la main sur des données fiables entourant les recours à des services de professionnels en lien avec la santé mentale que de mettre la main sur un professionnel, mais sur la base des enquêtes disponibles, on estime que c'est à peu près 10 des jeunes qui consultent un professionnel en santé mentale, ça inclut médecins, travailleurs sociaux, psychologues. Donc, dans ce contexte-là, ben, le recours à des ressources qui sont en ligne, c'est certainement alléchant ou au moins un premier réflexe pour déposer pour une première fois ce qu'on ressent. Par contre, évidemment, ça a ses limites. Et on l'a vu dans l'actualité, l'intelligence artificielle, c'est pratique, c'est accessible, mais ça ne peut pas remplacer la vraie présence humaine quand quelqu'un est en détresse. Les cas médiatisés nous le rappellent, dans certaines situations, l'intelligence artificielle peut même devenir dangereuse si elle est utilisée comme seul soutien. Donc oui, les jeunes vont vers cet outil-là, ces outils-là, mais ça montre aussi à quel point il faut être vigilant et à quel point la détresse est bien réelle. T'sais, si on a des contrôles parentaux sur la télévision, sur Internet, sur les médias sociaux, ben peut-être que ça pourrait valoir la peine d'observer qu'est-ce qui peut être fait avec l'intelligence artificielle, de l'inclure un peu dans ce groupe-là. Ce type de sport-là, donc, oui, il peut être dangereux ou au mieux décevant, tout comme les relations entretenues en ligne aussi. Donc, parler à l'intelligence artificielle, ça peut aussi tourner au même que parler avec quelqu'un qui est mal intentionné sur des chatrooms un peu douteux avec des inconnus qu'on peut avoir connus par le passé. Puis ça, ben, ça nous amène aussi à un dernier élément important quand on parle de leur santé mentale,
c'est leur relation avec leur téléphone. Ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. On a 75% des jeunes, la Gen Z, qui trouvent qu'ils passent trop de temps dessus. Ils sont conscients. Et puis, on en a 56% aussi qui nous disent que même avec toutes leurs interactions en ligne, ils se sentent souvent seuls. C'est vraiment là qu'on trouve un peu le cœur du constat, hein. Ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup de pression. Oui, ils ont une énorme capacité à reconnaître par contre ce qu'ils vivent, puis à essayer d'y faire face. Donc, comme un double nœud, le téléphone va les connecter, mais va aussi les épuiser ou les déconnecter. Ça les rapproche, mais ça crée aussi une certaine distance. Donc, finalement, l'interdiction des téléphones cellulaires à l'école, c'est peut-être pas si fou que ça, hein. J'en discutais justement avec un collègue il y a quelques semaines qui a deux adolescentes, puis il me disait que ces deux jeunes ados étaient finalement bien contentes de ce changement-là, de cette nouvelle règle-là. Puis, je ne sais pas si on a des politiciens ou des gens politiques dans l'audience ce matin, mais peut-être que l'Australie tient quelque chose aussi avec leur nouvelle loi sur les médias sociaux qui est entrée en vigueur hier, que ça pourrait valoir la peine d'y jeter un coup d'œil. Puis, on a aussi plus de la moitié qui interagissent autant, voire plus en ligne qu'en vrai avec leurs amis proches. Donc, c'est très paradoxal. Ils n'ont jamais été aussi connectés, puis pourtant, ils n'ont jamais eu autant de mal à se sentir vraiment en lien. Effectivement, Gab, avec les générations alpha et Z, on semble assister à une sorte de crise de la connexion profonde, la connexion réelle. On l'a mentionné plus tôt, ces deux générations qui sont presque nées avec le téléphone intelligent entre les mains, ils ont connu uniquement un monde où c'est possible d'échanger avec leurs amis, mais aussi des inconnus, tu l'as très bien dit, à tout moment de la journée. Pourtant, ils sont plusieurs à nous nommer le fait qu'ils se sentent seuls et qu'ils aimeraient revenir à des vraies rencontres. Le désir de connexion profonde et authentique, il est présent pour les relations amicales, familiales et amoureuses. On s'est intéressé un petit peu plus particulièrement à ces dernières pour cette année. On s'est bien amusé avec cette section-ci, pardon. Je pense pas vous l'apprendre. Les applications de rencontres ont bouleversé les codes en matière de rencontres romantiques. C'est la moitié des Gen Z. On a uniquement sondé les Gen Z là, pour cette section. Donc, c'est la moitié d'entre eux qui se sont déjà retrouvés sur les Tinder, Bumble et Hinge de ce monde. Depuis plus de 15 ans, là, ça fait environ 15 ans que les applications existent, l'âme sœur peut se retrouver facilement au bout des doigts, ou pas. Je suis convaincue que plusieurs d'entre vous auraient un avis mitigé là-dessus après les avoir essayés. Ce qu'on apprend là, de fait, c'est que c'est pas la manière la plus concluante de rencontrer encore en 2025. 69% des jeunes de la Gen Z sondés rapportent qu'ils ont eu une relation amoureuse avec une personne rencontrée à l'école, au travail ou dans un autre contexte là, dans la vraie vie, contre uniquement 32% sur une application de rencontre. Via les applications, malgré qu'ils les utilisent beaucoup, là, les jeunes sont nombreux à avoir été sans succès pour trouver l'amour et ça s'additionne à une fatigue numérique qui est déjà bien présente dans d'autres contextes, comme on l'a mentionné plus tôt. Malgré leur utilisation élevée, les apps ne semblent pas répondre adéquatement aux besoins des jeunes de connecter. Parmi les utilisateurs, comme on voit à l'écran, là, c'est 2 sur 3 qui affirment que les applications créent parfois un sentiment de solitude malgré les nombreux matchs. Imaginez la déception de voir autant de visages et de prénoms défiler sur vos écrans sans parvenir à trouver la bonne personne. On en a déjà parlé là, entre collègues à la machine à café. Tomber sur la page, il n'y a plus personne. C'est assez tough sur le moral quand tu cherches à rencontrer. Ça serait d'ailleurs un feature à revoir là, si c'est pas encore fait. Donc, 3 sur 4, là, considérant ceci, vont affirmer qu'ils aimeraient que les relations reviennent au réel, témoignant de la volonté de connecter au-delà de leur appareil. Et ça s'applique pour les relations amoureuses autant que pour d'autres types de relations. Effectivement, là, on voit de plus en plus émerger des mouvements un peu de boycott Mm. des apps de dating, puis on revient avec des événements de dating autour des concepts de speed dating qui étaient très populaires dans les années 2000. Il y a des soirées quiz, des soirées d'humour, des soirées de slow dating. Il y a même des amis qui organisent avec leur chum. La fille invite ses amis de filles célibataires, le chum amène ses amis de gars célibataires. Donc, on veut reconnecter en personne. Puis, comme Charlotte l'a dit, ça ne s'applique pas juste aux relations amoureuses non plus, là, soit dit en passant. On le voit pour des relations amicales aussi, là, les 6 AM clubs de ce monde, les clubs de lecture, que ce soit en ligne
ou en personne où on se retrouve dans un café le dimanche. Et aussi les populations avec les gyms qui sont plus spécifiques là, au spinning, au pilates et tout ça. Mhm. Le CrossFit aussi, ça crée des communautés puis ça nous fait connecter de manière différente. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux, on peut utiliser on voit ce retour-là en personne. Tout à fait. Ça, ben, c'est un constat qui est assez puissant pour vous là, en tant qu'entreprise ou marque, d'offrir aux jeunes un endroit où ils peuvent échanger avec des pairs de leur âge qui partagent des intérêts communs. Ça peut être très, très puissant là, de leur offrir cet espace pour qu'ils puissent ensuite créer un sentiment d'appartenance à une communauté, à une marque et le transposer là, sur votre entreprise, justement. Donc, nous, ce qu'on retient de la thématique des relations amoureuses via les applications de rencontres, c'est que la Gen Z se retrouve sur les applications plus par obligation que par choix. Qu'ils les utilisent ou non, c'est la moitié qui ont l'impression que en 2025, les applications de rencontres, ben, c'est un passage obligé pour rencontrer de nouvelles personnes. Pourtant, 4 sur 5 nous affirment qu'ils préféreraient rencontrer quelqu'un dans un autre contexte, que ça soit au travail, à l'école ou via des amis en commun ou le 6am Club, par exemple. Dans ce contexte, ben, les apps, c'est vu un peu comme c'est ça, un passage obligé, c'est une obligation plutôt qu'un choix. Puis, en ayant la perception que tout le monde les utilise, tout le monde s'y retrouve, on peut craindre de passer à côté de quelque chose si on n'y va pas. Effectivement, on voit que justement, c'est la numérisation des choses, la numérisation des interactions, puis on voit que tout ça a des impacts relativement négatifs sur les relations amicales, amoureuses et familiales des jeunes générations, mais aussi sur le lien le plus étroit qu'ils entretiennent, en fait, le lien avec eux-mêmes. Puis ce lien-là, ben, il est très fortement influencé par ce qu'ils voient et vivent en ligne, parce qu'au-delà des relations avec les autres, il y a toute la question de l'image de soi. Puis c'est un terrain où la Gen Z en particulier est extrêmement vulnérable. Quand on leur demande directement comment ils se perçoivent, on voit tout de suite que l'apparence occupe quand même une place énorme dans leur quotidien émotionnel. C'est trois jeunes adultes de la Gen Z sur quatre qui disent avoir vécu une émotion négative liée à leur apparence dans la dernière année. C'est énorme. Là. Puis même chez les plus jeunes, les alphas, on parle quand même de un jeune sur deux. Donc, entre 12 et 15 ans, là, je trouve que ça commence tôt un peu. Là. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que ces émotions-là n'ont pas de genre. Donc oui, sans surprise, c'est un petit peu plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est tout de même 65 des jeunes hommes qui affirment avoir vécu une émotion négative en lien avec leur apparence dans la dernière année. Puis quand on creuse un peu, on comprend assez rapidement pourquoi. Les jeunes générations, ils ont littéralement grandi sous les regards, oui, celui de leur père, mais aussi celui des réseaux sociaux et donc de tout le monde. Plus de la moitié nous disent que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur leur estime de soi. Puis 63 ressentent parfois le besoin de modifier leur apparence pour correspondre à ce qu'ils voient en ligne, que ce soit par l'entraînement, la chirurgie, la prise de suppléments ou même juste en utilisant des filtres quand ils publient des photos d'eux sur les médias. Puis pourtant, quand on regarde les tendances, on pourrait croire qu'on est dans une ère où tout est plus authentique, plus naturel, mais la réalité est un peu différente. Donc oui, les codes changent, mais la pression va rester, la pression que toutes les autres générations ont pu vivre à ces âges-là par le passé. C'est juste que les réseaux sociaux, ben, ça accélère le cycle des tendances, puis ça les multiplie aussi également. Donc, ça devient difficile d'être au goût du jour quand ça bouge aussi vite. Puis cette pression-là accrue, ben, c'est encore autant pour les femmes que pour les hommes. Que ce soit le retour des tendances extrêmes, les standards viraux ou les contenus super édités, l'apparence est devenue un projet qu'on pourrait dire à temps plein. Hein. Je ne suis pas Gen Z ou Alpha, mais cette notion-là résonne quand même beaucoup avec moi. J'appartiens plutôt à la génération qui a grandi avec les publicités télé Spécial K ou Activia de ce monde, mais dans les derniers temps, on voit vraiment, je dirais pas un retour parce que c'est différent, mais on voit l'évolution de ces messages-là qui reviennent et avec en prime les produits pharmaceutiques que je n'ai pas besoin de nommer non plus, que tous les stars mettent de l'avant. C'est difficile d'y naviguer, même en tant qu'adulte à temps plein. En effet, moi, ce qui me frappe le plus dans les résultats de toute la section, là, cela dit, on l'a dit au début, puis je le répète, vous aurez accès au rapport complet là, qui explore encore davantage la notion de l'estime de soi et de l'image que ce qu'on fait ce matin. Mais dans les résultats là, qu'on pouvait regarder, on le voit que les jeunes sont conscients
que les tendances qui sont poussées, ben, c'est loin du naturel, puis ça change rapidement, ça évolue rapidement. Ils sont conscients qu'on essaye en quelque sorte de leur vendre quelque chose. Ils sont capables de le réaliser, de porter un jugement critique, mais dans le quotidien, des fois, ben ça s'éloigne. Puis la pression de ressembler à quelque chose et d'avoir une image là, qui est soignée, ben ça reste que c'est toujours présent. Ouais. Puis en faisant nos petites recherches justement de données secondaires pour le webinaire, c'est certain que Charlotte puis moi, ben, en discutant, on parlait des tendances, puis on parlait desquelles on avait adopté ou essayé ou qu'on avait peut-être qui nous avaient fait rire. Puis on a décidé de continuer un petit peu la discussion avec vous ce matin. Parmi les tendances qui vont apparaître à votre écran, je vous invite à nous dire laquelle ou lesquelles, qu'elles soient classiques ou peut-être un peu plus audacieuses, vous avez adopté ou du moins essayé dans les 2 dernières années. Euh, Stressez-vous pas, on va pas. Vous pouvez vous assumer dans tout ça, là, on va pas faire de charlotte à personne. Inquiétez-vous vraiment pas avec ça, là. On va vous laisser Effectivement, un ça petit 30 demeure secondes. confidentiel. Ben Le oui. vote, ça vaut la peine de le nommer. Je vous laisse quelques secondes pour procéder au vote, puis juste pour le plaisir, on va faire ressortir les plus populaires. Moi, les réponses me surprennent. Gabriel, je les reçois en temps réel. Oui. Le premier est aucun. Je ne sais pas si Les c'est gens un sont manque peut-être gênés. de connaissance de celle-ci ou je ne sais pas trop ce qu'il faut en comprendre. Le top 3, sinon, est occupé donc par le deuxième rang de la Clean Girl Aesthetic, qui effectivement a été très, très Ouais. répandue depuis déjà plusieurs années, puis la mode durable aussi qui arrive Ah, au troisième rang. ben, super. Mais oui, hein, inquiétez-vous pas si c'était aucun parce que vous connaissez pas toutes les tendances qui sont Mhm. mentionnées. C'est juste signe que vous avez bien fait de vous inscrire avec nous ce matin au webinaire. Nous, on est là pour vous aider à mieux comprendre les audiences Gen Z Alpha puis leurs tendances. Donc, merci d'avoir participé. On trouvait que c'était un petit peu plus ludique ce matin. Si on revient maintenant à nos jeunes, eh bien, sous toute cette façade de self-love, justement de clean girl aesthetic, d'acceptation, de discours positif qu'on voit beaucoup en ligne, ben, finalement, l'insécurité est encore très présente, hein? Puis aussi, depuis le début de la section, peu importe le genre. Donc, on le voit sur toute la ligne, hein, de baisse d'estime de soi, anxiété liée à l'apparence, comparaison avec les amis, avec les influenceurs. Tout ça est vécu par une grande proportion de jeunes et ça montre que leur rapport à eux-mêmes est vraiment mis à l'épreuve. On peut quand même, je pense, connecter avec ça, là, même si on est plus vieux. C'est les moments où on se développe, où on trouve notre personnalité. Donc, ça fait du sens, mais quand Charlotte parlait de l'impact du numérique sur les relations, bien, ça inclut cette relation-là aussi, hein, la relation à leur propre image, à leur valeur, à la façon dont ils se comparent et se jugent au quotidien. C'est là qu'on réalise quelque chose d'important, hein, malgré les nouveaux discours, malgré les nouveaux codes, les pressions liées à l'apparence, n'a pas disparu en fait, elle s'est juste transformée. Donc, en tant que marque, c'est super important de bien choisir les mots lorsque vous vous adressez à ces jeunes-là pour ne pas rajouter de pression. Et puis aussi de bien choisir, par exemple, les trends TikTok dans lesquels vous embarquez, parce que tout ça devient un peu le miroir de qui Mhm. vous êtes comme entreprise, de vos valeurs à leurs yeux à ces jeunes-là. Donc, c'est pas le fait d'avoir une nouvelle trend, ça vaut pas nécessairement la peine d'embarquer. Il faut vraiment s'assurer que ça résonne bien, puis que ça, il y a un fit pour pas impacter votre image aux yeux de ces jeunes-là. Pour poursuivre un peu sur les pressions que peuvent ressentir les jeunes en lien avec leur apparence, si je résume un peu ce qu'on vous a présenté dans les dernières minutes, nous, on a été surprises là, de constater à quel point, malgré ce qu'on a parfois tendance à croire, ben, la Gen Z, la Gen Alpha sont pas encore tout à fait parvenus à se libérer des pressions liées à l'apparence qu'ont vécu les milléniaux qui étaient juste avant eux, par exemple, qui ont traversé le cruel début des années 2000. Ils vivent encore grandement là, avec ces pressions-là. C'est sûr qu'il y a une partie du regard critique qui est internalisée et qui est propre à chacun, hein, qui n'est pas nécessairement 100% occasionnée par les réseaux sociaux et le regard des autres. Par contre, quand 3 jeunes sur 4 nous disent que, selon eux, l'apparence joue un rôle important dans la réussite sociale et professionnelle, ben, ils nous disent un peu que la pression, ça vient aussi grandement là, du regard des autres. Et elle est accentuée par les réseaux sociaux
elle ne se limite pas non plus à l'apparence. C'est la majorité des jeunes sondés qui affirment que les réseaux sociaux leur donnent une impression que tout le monde réussit mieux qu'eux. Il y a une proportion encore plus importante qui croit que les réseaux sociaux vont donner une image irréaliste et exagérée de ce qu'est la réussite professionnelle. Ça, c'est majeur. C'est vrai là, que les plateformes comme LinkedIn, ça peut être des outils fabuleux pour, par exemple, se tenir au courant des perspectives professionnelles de notre réseau, de nos anciens collègues, de aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans notre industrie. Par contre, on peut rapidement se sentir inadéquat ou pas Mhm. à la hauteur quand on apprend la cinquième promotion de notre ancienne collègue quand nous, on attend, ça fait 3 ans qu'on attend la nôtre. Même chose aussi avec les apps comme Strava où on voit justement le troisième demi-marathon en un seul été de notre belle-sœur quand nous, on peine à courir 3 kilomètres sans s'arrêter pour marcher, tu sais. Mm. C'est vrai qu'on voit on est exposé à beaucoup de réussites sur ces plateformes, peu importe lesquelles. Puis dans le quotidien, c'est facile de l'oublier, mais sur les réseaux sociaux, ben, on met uniquement le beau. C'est normal, on veut vanter nos réussites, ce qu'on accomplit. Par contre, ben, personne va mettre sur LinkedIn ses mauvais coups au travail. Puis sur Strava, c'est possible de masquer les mauvais paces. Donc ça, je pense que tout le monde en est conscient collectivement. Mais encore une fois, dans le quotidien, ben, ça peut être facile de l'oublier. Puis c'est insidieux, là, tout ça. Nous, ce qu'on retient de cette section, c'est que le besoin d'authenticité et les pressions de performance que les jeunes ressentent, parfois, ça peut être difficile à concilier. Les jeunes générations sont constamment tiraillées entre le jugement externe puis la volonté d'être fidèle aux aspirations et aux valeurs personnelles. À titre d'exemple, on apprend que la majorité affirme que d'avoir du temps libre et préserver l'équilibre de vie, pour eux, c'est plus important que la réussite professionnelle. Ils mettent leur équilibre de vie, vraiment là, le temps passé avec les amis, le fait de pratiquer de l'exercice avant la réussite professionnelle. Pourtant, de manière un peu paradoxale, c'est une majorité qui dit qu'ils se sentent coupables de prendre du temps pour eux au lieu de toujours chercher à avancer dans leur carrière. Et ça, ben, en tant que marque, ça peut être un axe de com qui est très intéressant. Donc, de venir positionner vos produits, vos expériences comme un moment de bien-être légitime, ça peut être très porteur. De déculpabiliser, nommer l'importance de s'accorder des plaisirs simples dans le quotidien, ça peut être quelque chose qui va résonner beaucoup auprès de ces deux générations. Puis là, j'attends déjà la convention, la convention. La question dans la section Q&A, tu sais, vous me direz possiblement que toutes les générations ont été confrontées à cette quête entre les aspirations personnelles plutôt, puis le regard critique. C'est vrai, là, ça, je peux juste être d'accord avec vous. Par contre, il faut se rappeler, comme on le mentionne depuis le début de la présentation, que la Gen Alpha et la Gen Z, avec les réseaux sociaux, ben, ce regard externe-là, il est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout devant un nombre incalculable de témoins. Dans cette caisse de sens, donc, ils évoluent aussi dans un monde qui ralentit jamais, hein. À chaque jour, chaque heure, il y a la nouvelle choc, le bouleversement qui s'ajoute à ce bruit, à cette pression extérieure-là. Tout au long de la journée, donc, ils voient passer des guerres, des scandales, des fake news, des polarisations. Si vous recevez les notifications là, des sites de nouvelles sur vos téléphones, vous constatez à tous les jours à quel point c'est constant là, comme bruit. Juste à titre d'exemple, là, comme on affiche à l'écran, ben, avec le retour de Donald Trump aux États-Unis, on revient sur des questions comme l'avortement, le droit des personnes trans. On a même constaté un effet là, dans nos écoles secondaires du Québec. Malheureusement, il y a un retour des discours homophobes qui a traversé les frontières. On ne veut pas leur donner beaucoup plus de plateformes, mais les mâles alpha et le retour aux valeurs traditionnelles ont aussi fait couler beaucoup d'encre dans la dernière année, hein. La girl boss era qu'on a connue, nous, les millénials, ben, elle perd des plumes, puis le rôle de la femme, tranquillement, est parfois remis en question dans le discours médiatique. Donc, c'est ça, justement, toutes ces nouvelles-ci, ben, il y a parfois des discours ou des idées contradictoires qui vont s'imposer à la Gen Z et à la Gen Alpha. Le résultat, c'est qu'ils vont scruter, remettre en question des informations qu'ils connaissaient déjà et qu'ils reçoivent. C'est donc très important, vous, en tant qu'entreprise et en tant que marque, d'être très transparent dans vos communications, justement parce qu'ils remettent en question
Donc, on parle de la liste d'ingrédients d'un produit ou de conditions de travail dans une offre d'emploi. Il faut être clair, il faut être transparent parce que les jeunes vont être très, très sensibles à l'information et vont remettre en question là, ce qu'on leur présente. Effectivement, comme Charlotte, comme on vient de le voir, là, les jeunes sont bombardés d'opinions, de prises de position, de contenus polarisés. Puis, mais ils vivent ça aussi maintenant dans un contexte où ils ne savent plus trop où aller pour vérifier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, Mhm. mais ils en sont encore une fois bien conscients. Ils sont inquiets de la désinformation, 72% nous le disent clairement, mais ils n'ont plus de repères très solides pour valider ce qu'ils voient. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, des dangers de celle-ci. On en parle aussi beaucoup plus dans le rapport global. Mais l'IA peut également participer à cette désinformation-là, hein, avec notamment les hallucinations et donc les mensonges, en fait, que des outils comme ChatGPT ou Copilot peuvent répondre aux multiples questions qu'on leur pose. Par contre, si je me fie à un moment tout récent où je me suis sentie très milléniale, je ne suis pas trop inquiète à ce niveau-là parce qu'apparemment, parmi la panoplie des nouvelles expressions utilisées par les jeunes, une des plus récentes serait de dire, et vous excuserez mon anglicisme, that's AI, pour dire à quelqu'un que ce qu'il ou elle raconte, ben, c'est n'importe quoi, dans le fond. Fait que ça image quand même bien la conscience avec laquelle ils utilisent ces nouvelles technologies-là, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Puis leur rapport aux plateformes devient aussi vraiment intéressant parce que c'est ça, ils ne sont pas naïfs. Hein. 3 sur 4 savent que les algorithmes vont façonner leur vision du monde. Ils sont aussi très conscients que quand l'info passe principalement par les réseaux sociaux, ce qui est le cas pour quand même beaucoup d'entre eux, bien, ça devient encore plus difficile de croiser les sources. C'est quelque chose on avait déjà vu dans notre dossier spécial sur les jeunes et la politique l'année dernière. Quand les articles d'actualité sont plus diffusés sur les plateformes, ça complique énormément la validation d'informations. Mais au lieu de décrocher, ils tentent de se développer des stratégies. Donc, le rapport à l'info, oui, est profondément marqué par la méfiance, mais ce n'est pas une méfiance qui est passive. Donc, par exemple, près de 80 des jeunes affirment avoir déjà cessé de suivre un compte lorsque celui-ci ne correspond pas à leurs valeurs ou à leur vision du monde ou à ce qu'ils veulent avoir dans leur suivi d'actualité. Puis ce filtre-là, cette vigilance-là, ça influence directement aussi leur façon de s'engager avec les marques ou avec le monde ou la société. Si on regarde, par exemple, sur le plan politique, les jeunes ne sont pas désengagés, ils vont juste être exigeants. Donc, comme Catherine Fournier le disait en parlant de l'univers de la non-information, on est dans une époque où la désinformation va circuler très vite, puis où les repères vont s'effriter. Mais nos données nous montrent que les jeunes font quand même un effort. Et 69% se renseignent davantage sur un sujet qui les interpelle. Donc, pour eux, ils vont observer, ils vont essayer de comprendre, puis c'est là, après ça, qu'ils vont être prêts à sauter à l'action. Ils ne veulent pas des grands discours, ils veulent des actions qui sont cohérentes, puis c'est ça qui va les motiver par la suite, eux aussi, à passer à l'action. Par exemple, encore ici, on a 59% qui se disent être prêts à signer une pétition si le sujet les rejoint, les touche, puis presque 1 sur 2 irait aussi manifester. Donc, ce n'est pas un désintérêt politique, ce n'est pas un désintérêt des institutions, c'est une forme d'engagement qui est plus concrète, lucide ou sélective, ce qui est plutôt différent des générations qui les ont précédées. Donc, pour eux, c'est vraiment d'observer, de comprendre, puis ensuite d'agir. C'est leur façon d'entrer en politique, c'est leur façon d'entrer dans la société puis de participer. Puis cette façon de voir le monde-là, on la retrouve aussi dans leur rapport à l'économie, au travail puis à la réussite. Quand on parle d'économie, les jeunes ne sont pas idéalistes, ils sont extrêmement rationnels. Donc, 89% trouvent que oui, le fait de faire de l'argent, c'est important, mais ce n'est pas le grand rêve. Donc, pour eux, l'argent est un moyen plutôt qu'une fin. Charlotte l'a mentionné un petit peu plus tôt, 74% nous disent que préserver la qualité de leur vie est plus importante que leur réussite professionnelle. Puis ça, c'est quand même un changement majeur avec les générations qu'ils ont précédées. On le voit même dans l'emploi, hein, le manque de flexibilité est devenu un des premiers moteurs de changement d'emploi. Ça a bondi de 13 points depuis l'année dernière. C'est vraiment non négligeable à ce niveau-là. Puis quand on leur demande ce que ça signifie, la réussite financière, bien, la réponse, elle est assez limpide. On parle de liberté de vivre comme ils le souhaitent pour la moitié des jeunes, puis la stabilité pour 40%. Donc, c'est vraiment un retour à ce qu'on pourrait appeler l'éthique du suffisant. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'aspirer à la richesse extrême, juste assez pour bien vivre, puis respirer,
Donc, le réalisme remplace l'ambition. C'est vraiment bye-bye le hustle culture des milléniaux qu'on s'était fait léguer. C'est drôle, justement, lundi soir, j'envoyais à Charlotte une vidéo qui parlait du minimalisme de carrière, qui était accompagnée du hashtag, excusez mon anglais, Act Your Age, où dans le fond, le concept, c'est on veut plus monter l'échelle, en fait. On veut avancer en mode de lily pad career, qui appelait, donc de un nénuphar à l'autre, bien tranquillement, on se pose, on prend le temps. Le but ultime, c'est d'avoir un emploi qui respecte notre vie plutôt qu'un emploi qui la dévore. Donc, en tant qu'employeur, c'est tout ça, c'est des aspects à garder en tête, surtout pour ceux qui tentent, par exemple, comme le gouvernement, on l'a vu récemment dans les nouvelles, de changer les politiques de travail entourant le nombre de journées en présentiel au bureau, ou encore dans le cadre d'une campagne de recrutement. Charlotte l'a dit aussi un petit peu plus tôt. Puis, si vous vous sentez interpellé par ça, n'hésitez pas à lâcher un petit coup de fil à nos amis de chez Léger Digital. Ils se connaissent pas mal là-dedans. Et puis, ce regard lucide-là qu'on vient de voir, justement, qui porte sur le monde, bien, ça explique aussi beaucoup de choses sur leur rapport au futur. Les jeunes, ils ne sont pas dans le rejet du système, et comme on peut penser, puis comme on peut leur prêter comme intention, mais c'est plutôt qu'ils voient les failles du système, puis ils vont chercher à les réparer, à les ajuster, à les améliorer, sans revenir en arrière. Donc, la vraie question, c'est plus comment est-ce qu'ils se projettent dans ce monde-là, c'est quoi leurs attentes, leurs ambitions, leurs repères pour la suite. Puis la première chose qu'on observe, puis qu'on était quand même un peu surprise de voir, c'est que, à l'inverse des stéréotypes, justement, la génération Z n'est pas en quête d'aventure ou de volatilité au niveau professionnel. Elle va plutôt chercher la stabilité. On le voit, hein, 61% veulent une carrière qui est stable, linéaire, dans un même domaine. Donc, on est vraiment loin de l'idée de sauter d'un projet à l'autre. Puis la génération alpha, elle est plus jeune, donc elle se cherche encore. Donc, 32% n'arrivent pas encore donc à imaginer leur trajectoire, ce qui est complètement normal à cet égard-là, à cet âge-là. Puis, oups, pardon, ce désir de stabilité des Z se retrouve tant dans leur rapport au travail que en rapport avec la formation. Effectivement, si je poursuis sur ces dernières slides là, que je vais présenter en rafale pour laisser le temps d'avoir des terrains de questions, on a abordé dans le cadre de l'étude la vision de l'éducation qu'ont les jeunes générations et ce qu'on constate, c'est que celle-ci tend à évoluer. On apprend que 72% des jeunes estiment qu'un diplôme universitaire de premier cycle, donc un bac, ça vaut plus autant aujourd'hui sur le marché du travail qu'auparavant. Cette vision, elle est plus répandue chez la Gen Z, mais elle demeure très élevée auprès des jeunes de la génération alpha. On se rappelle, ils sont âgés, dans le cadre de notre étude, entre 12 et 15 ans. Ils sont vraiment en train de penser à leur évolution de carrière, donc c'est assez alarmant là, de constater cette proportion auprès d'eux. Il y a comme deux possibilités d'explication, là. La première, c'est que dans une ère où les pressions, les attentes sont très élevées, on peut avoir rapidement l'impression qu'il faut toujours en faire plus pour avoir du succès. Donc, dans ce contexte, ben, le diplôme de premier cycle, c'est juste le début, c'est le commencement. C'est pas ça qui va nous permettre pardon, de nous démarquer. C'est plutôt un outil à la réussite professionnelle, c'est un élément qui va nous permettre d'avancer, mais ce n'est pas une garantie. L'inverse est vrai aussi. Les jeunes sont de plus en plus souvent témoins de modèles de succès qui ne passent pas nécessairement par la poursuite des études supérieures et ça, ben, les réseaux sociaux vont y contribuer. Hein. C'est des belles plateformes pour des influenceurs ou des entrepreneurs d'ici qui ont beaucoup de succès, qui gagnent très bien leur vie sans nécessairement poursuivre d'études supérieures. Ça a d'ailleurs créé un petit débat dans les derniers mois, cet été, je crois, où les influenceurs du Québec en sont arrivés eux-mêmes au consensus qu'ils gagnent très bien leur vie quand ils se comparent à des travailleurs de la santé, des enseignants ou d'autres métiers en demande qui, eux, nécessitent la poursuite d'études supérieures. Les changements de repères, donc que ça soit l'importance de la carrière ou la valeur du diplôme, ça s'inscrit dans quelque chose qui est très large. Les jeunes, ils avancent avec une vision du futur qui est en constante évolution. Quand on leur demande comment ils voient les prochaines années, la majorité, à 66 s'attend à des bouleversements importants au plan environnemental ou politique. La Gen Alpha, la Gen Z, ils ont vécu tellement de changements majeurs dans les 20 dernières années qu'ils sont habitués. Ils ont normalisé les crises, ils les anticipent.
C'est important de garder en tête qu'ils sont dans l'adaptation ici plutôt que l'acceptation, hein. Ces bouleversements, malgré qu'ils les attendent, parfois, ben, ça peut créer des sources d'anxiété. Donc, prenons par exemple l'intelligence artificielle. Ça aussi, là, c'est une thématique qu'on a approfondie dans le cadre de l'étude. On a plusieurs questions au fil des différentes sections qui visaient à évaluer à quel point est-ce que la Gen Alpha, la Gen Z l'utilise dans le quotidien pour une série de tâches. Puis on a constaté que ben, l'IA est bien là. Les jeunes générations l'utilisent presque quotidiennement pour une foule de tâches. Par contre, c'est pas parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle qu'ils ne la craignent pas. On apprend que plus de la moitié sont anxieux face à l'avenir du travail avec l'intelligence artificielle et c'est encore plus vrai pour la Gen Z qui vit déjà avec elle là, sur le marché du travail. J'admets que moi-même, en commençant à utiliser ChatGPT, ça fait plus de 2 ans, là, dans plusieurs de mes tâches au travail, j'ai constaté énormément de gains en productivité et en intelligence aussi. Mais au fil des mois, ben, je me fais le plus souvent, de plus en plus souvent la réflexion que je pourrais pas m'en passer, mais qu'éventuellement, peut-être que lui pourrait se passer de moi, hein. Puis à chaque fois qu'il y a un petit bug de l'application, c'est pas trop long là, que dans notre chat interne, il y a une petite panique qui se crée, puis on se dit, ah, quand est-ce que ça va revenir? Parfois, ben, tout ça, c'est inquiétant, hein. On se demande dans 10 ans à quoi mon métier va ressembler avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ça suscite beaucoup de questions. Et ben, dans ce contexte, pour les jeunes générations, ça peut être difficile de planifier l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui changent rapidement. Ça peut être un petit peu déstabilisant d'essayer d'anticiper la suite. Et le résultat, c'est qu'on apprend que 70% euh, vivent dans le moment présent parce que l'avenir semble incertain. C'est trop difficile à préparer. Et c'est pas quelque chose qui est foncièrement négatif, là, bien au contraire, c'est assez beau de constater qu'au lieu de s'inquiéter constamment avec le futur, ils choisissent aussi de s'ancrer dans le moment présent et de profiter de ce qu'ils connaissent à l'heure actuelle. En terminant sur la vision de l'avenir, je veux qu'on parle très rapidement, là, en quelques minutes, de finances parce que ça vient assurément teinter la planification de l'avenir. Quand on parle d'avenir économique, la première réalité auquel on est confronté là, en sortant de l'école, ben, c'est le coût de la vie. 43% des membres de la Gen Z affirment vivre de paye en paye. Ici, nous, a priori, on y voit une bonne nouvelle. C'est une donnée qu'on suit depuis plusieurs années, depuis 2022, et on constate, heureusement, qu'il y a une baisse de la proportion qui s'installe, là, la proportion de jeunes qui vivent de paye en paye. C'est une bonne nouvelle, donc ça tend à vouloir diminuer, mais on s'entend que 4 jeunes sur 10, là, ça demeure une proportion qui est trop élevée. Surtout que 61%, donc la majorité des jeunes, vont citer le coût de la vie comme leur principale préoccupation. Et là, vous le verrez dans le rapport détaillé, là, quand on leur demandait de choisir parmi une série de sujets d'actualité, tout y passait, là, l'environnement, la crise de l'itinérance, le racisme. Quand on leur demandait de choisir qu'est-ce qui est le plus préoccupant pour eux, la vaste majorité plaçait le coût de la vie bien avant les autres choix de réponse. Euh, Ce qui témoigne du fait que on l'a dit plus tôt, hein, ils ont un aspect communautaire, ils se préoccupent beaucoup de leurs prochains, mais dans le quotidien, euh, le réalisme fait qu'ils doivent se centrer un peu sur leur propre réalité. Et dans ce contexte, leur rapport à l'argent est très terre à terre. Gabriel l'a dit plus tôt, les deux générations sont réalistes, ne sont pas nécessairement idéalistes. Dans le cadre de l'étude, on a prévu une question ouverte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'industrie du sondage, là, c'est une question où il n'y a pas de choix de réponse qui sont formulés. Les gens peuvent écrire eux-mêmes leurs réponses, puis on s'en sert pour avoir vraiment, on donne de cette façon-là l'occasion aux répondants de rêver un peu. C'est ce qu'on leur demandait de faire dans le cadre de l'exercice ici. On voulait savoir, dans vos mots, si vous voyez une version de vous dans 20, 30 ans qui a réussi financièrement, ben, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi pour vous la richesse, essentiellement? Puis là, ben, on a été surprise, un peu déçus même des résultats parce que la Gen Alpha et la Gen Z, ben, ils rêvent pas de grosses maisons, du chalet, du bateau, de la décapotable. Ils ont été très pragmatiques dans leurs réponses. Ils nous ont parlé avant tout de liberté, de paix d'esprit. Donc, c'est de ne pas se restreindre dans le quotidien, de pouvoir respirer un peu, mais c'est pas l'accumulation de biens là, qui pour eux représente la richesse. C'est vraiment de pouvoir profiter du moment présent.
Donc, en conclusion, avant de prendre un petit 5 minutes là, pour revenir sur la période de questions, ce qu'on veut que vous reteniez absolument de l'étude, et c'est une vérité à chaque année, c'est que de comprendre les jeunes générations, c'est pas un nice to have, c'est une nécessité stratégique là, pour vous. Les jeunes générations, elles changent, leur réalité change et il faut donc demeurer pertinent et crédible auprès d'elles. Ça nécessite de s'intéresser à ce qu'elles ont à dire de façon régulière. Donc, ça, on résume tout ça là, pour qu'est-ce que vous devriez retenir de la présentation. Je sais que vous êtes nombreux dans l'audience à être des recruteurs, des entreprises où vous voulez attirer des jeunes dans vos emplois. Euh, donc, si on veut les recruter, il faut garder en tête que leur vision du travail, elle évolue. On ne peut pas se contenter d'offrir des conditions avantageuses et des opportunités maintenant. Ce qu'elles mettent de l'avant, là, ce qu'elles priorisent, c'est vraiment un environnement où on offre de l'équilibre, de la flexibilité et de la stabilité. Et ça doit être réellement incarné dans votre entreprise. L'étude montre aussi que les jeunes recherchent des connexions profondes et authentiques. Ils vont connecter avec des marques et des employeurs qui osent être vrais. Ça veut dire proposer des contenus utiles, qui sont authentiques, qui sont proches de leur quotidien et surtout qui reconnaissent les pressions qu'ils vont vivre. Si vous n'êtes pas certain du discours à adresser, faites-nous signe encore une fois. On a une agence interne qui fait des merveilles en la matière. Puis en somme, les générations Z et Alpha naviguent entre ambition, pression, connexion et solitude, la soif de liberté et l'incertitude. On espère que vous aurez retenu là, ces trois grands constats de l'étude et que ça vous aura donné la capacité de mieux les écouter, la volonté de les comprendre et la volonté aussi de rester outillé pour être pertinente auprès d'elles. Ça conclut donc notre présentation, puisqu'on avait à vous dire. Charlotte, je vais te laisser regarder un peu les questions, puis Mhm. pendant ce temps-là, je vais faire un petit retour sur les informations peut-être importantes. Donc oui, je rappelle, le rapport complet d'une centaine de pages d'analyse va vous être envoyé suite au webinaire, va être disponible pour téléchargement sur le site web aussi. Vous pouvez réécouter aussi la présentation qu'on a faite aujourd'hui. On vous invite à prendre le temps de le lire, le rapport au complet. C'est vraiment une mine d'informations sur les deux générations. Et puis de ce fait, là, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe qui est derrière la réalisation, qui nous a aidés justement à accompagner dans l'élaboration de ce rapport-là. Une fois que vous serez imprégné de toutes ces données-là, n'hésitez pas à nous faire signe, par contre, si vous souhaitez un rapport sur mesure ou si vous souhaitez faire un projet complémentaire pour approfondir certains aspects plus importants pour votre industrie ou pour vous, votre entreprise. Ça va nous ferait également plaisir à Charlotte et moi de venir présenter les résultats à vous ou vos autres collègues qui ne pouvaient pas être là ce matin. Je l'ai mentionné rapidement plus tôt en parlant de marque employeur, puis Charlotte en a aussi parlé, vient d'en glisser un mot, mais Léger va depuis quelques années maintenant au-delà de la recherche. Puis il y a nos collègues de chez Léger Digital qui se feraient un plaisir de vous accompagner dans le développement d'une stratégie numérique qui serait en parfaite adéquation justement avec ces données-là là, qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, peu importe vos objectifs. Je regarde les questions, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Là. Je vais écarter les questions plus pratiques d'entrée de jeu. Donc, Gabriel, tu l'as mentionné, vous allez recevoir le rapport complet, le webinaire, ça, je pense que c'est clair. On nous demande quel est l'échantillon. Donc, peut-être que les personnes ont manqué l'intro à ce sujet-là. On en a fait mention, mais le sondage a été mené en ligne auprès de 2500 répondants à travers le Canada. Là-dessus, on avait 2000 personnes qui appartenaient à la génération Z, donc qui étaient âgées là, entre 16 et 29 ans, et 500 répondants qui appartenaient à la génération Alpha. Il s'agit ici d'adolescents là, âgés entre 12 et 15 ans. Je pense qu'on ne l'a pas nommé, là, mais bien évidemment, pour les jeunes, donc de moins de 15 ans et au moins, on a obtenu le consentement des parents avant d'administrer le questionnaire. Autre question là, qui revient souvent, on nous demande s'il y a des différences entre le Québec et le Canada selon le revenu, par exemple, ou le statut d'emploi. Oui, dans le rapport détaillé qu'on va vous transmettre encore une fois par courriel, toutes les données qui sont ventilées par genre, âge, génération, la région aussi, lorsqu'il y avait des différences pertinentes, là, ça a été mentionné dans le rapport. Autre question qui revient souvent, puis ça revient à chaque année. On demande, là, vous avez mentionné que les jeunes sont soumis davantage à des pressions liées à l'apparence
que les générations avant. Est-ce que vous avez des données comparatives avec les autres générations? Là, c'est une question sur l'apparence, les pressions liées à l'image, mais il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a des différences avec les autres générations? Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre, Gabrielle? Ben, en fait, à chaque année, nous aussi, en fait, quand on reçoit ces questions-là, tu sais, on est content de les lire parce que c'est signe justement que ça suscite des réflexions, on se pose des questions, on veut challenger aussi, puis c'est correct de challenger les données pour s'assurer de bien comprendre. Mais puis ça fait aussi signe que vous essayez de vous mettre dans la peau de ces jeunes-là. Mais en fait, on est aussi limité dans les comparatifs possibles. J'en ai parlé un petit peu avec l'indice du bonheur. On est capable de faire quelques comparaisons. Mais le but de notre étude, c'est pas tant de les comparer aux autres, c'est de les comprendre eux pour qui ils sont dans tout ça. Donc, on choisit les sujets et puis on fait en sorte qu'après, c'est difficile ou impossible de mettre la main sur des données comparatives. Mais c'est ça, c'est que le but, c'est pas de les comparer puis de les stéréotyper, c'est de bien les comprendre eux. Et fait qu'on comprend les questions. Puis je pense que toutes nos études qu'on fait chez Léger, celles-ci incluses, on aimerait ça poser à toute la population puis avoir une lecture de tout le monde, mais il faut faire des choix malheureusement. Alors on se concentre Mhm. vraiment sur nos jeunes. Par contre, si vous voulez aller comparer puis mieux comprendre, ben faites-nous signe, on va s'amuser avec vous puis on va aller voir où est-ce qu'ils se différencient puis où est-ce que ça se ressemble. En Effectivement. gros, je pense que ouais. Il y a beaucoup de questions sur le rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'on va en prendre deux avant de se laisser. On demande, avez-vous détecté si les jeunes déconnectent des réseaux sociaux étant donné leur lucidité sur l'impact négatif de ceux-ci? Oui, effectivement. Comme on le mentionne depuis le début, on avait seulement 60 minutes avec vous pour la présentation de ce matin. On a dû faire des choix. Par contre, c'est une section qui est largement approfondie dans le cadre du rapport complet de l'étude. Donc, la notion de se désabonner là, de certains comptes, mais aussi de retirer des applications, d'imposer un temps d'utilisation maximal, carrément se débarrasser de son téléphone intelligent. Tout ça, ça a été là, abordé de façon détaillée dans le cadre de l'étude complète. Autre question que je vais peut-être te poser, Gabrielle. Vous avez évoqué certaines habitudes en ligne, mais je cherche plus de détails sur les plateformes qu'ils utilisent et les types de contenus qu'ils apprécient en ligne. On avait ça dans le cadre de l'étude. Non, en fait, dans l'étude NextGen, on s'est davantage concentré sur leur ressenti vis-à-vis les activités qu'ils ont, les relations en ligne, l'utilisation, les pressions, la façon de réduire l'utilisation, la désinformation, tout ça, là, on en a couvert une partie aujourd'hui. Il y en a davantage, comme Charles vient de dire, dans le rapport. Par contre, si vous cherchez des informations qui sont plus précises sur les plateformes qu'utilisent les jeunes ou les Canadiens en général, ben, il y a notre étude digitale qui a été publiée en septembre, qu'on a mentionné aussi au tout début. Le rapport est gratuit puis est disponible sur notre site web. Fait que pour vraiment l'utilisation puis leur présence en soi, puis les contenus qu'ils préfèrent, tout ça, ça va vraiment être dans notre étude digitale. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à contacter notre équipe Solutions aussi si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les données disponibles de nos autres études spécialisées, évidemment. Mais nous, on se concentre sur le ressenti puis on a là notre autre étude qui se concentre sur l'utilisation en soi. Exact. Ça revient encore souvent dans le Q&A. À quel moment allons-nous recevoir le rapport? Tout ça va être transmis par courriel à la fin. Donc là, il faut simplement laisser le temps à notre équipe marketing de vous préparer le tout, là, mais attendez-vous à le recevoir au courant de la journée là, ou possiblement d'ici la fin de la semaine. C'est tout le temps qu'on avait, là, il est 10 heures. Donc, ça a été évoqué dans le chat, là, notre collègue vous l'a mentionné, mais si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ce matin, bien évidemment, faites-nous signe, écrivez-nous, là, ça nous fait toujours plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Vous savez qu'à les transmettre à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran ou à nous les transmettre directement là, à Gabriel et moi, et on va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, on vous laisse pour ce matin. Ça a vraiment été un Oui, plaisir là, pour Gabriel et moi de vous présenter tout ça là, et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour l'édition 2026 de l'étude. oui, merci. Passez une super belle journée. Merci.